Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui va parler des decks commandeurs que vous attendez depuis un petit moment il paraît. Et voilà, on va en discuter tous ensemble, mais avant toute chose, on va passer par la phase de pub toujours aussi importante, bien sûr. Et je vais commencer par vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tour, voilà, quelles sont les news, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui sort, quels sont les lives qui sont organisés, et du coup, vous pouvez également aller sur Twitch pour nous suivre directement pour nos lives qu'on organise plusieurs fois par semaine, que ce soit de la discussion, de la création de decks, des parties jouées, etc. Donc ça, je vous invite également à aller y faire un tour. Et sinon, on est dans la période, voilà, on est en plein été, vous le savez, fin août, les 28 et 29 août, le week-end de la tour numéro 2 sera organisé du coup à Thiézac dans le Cantal, donc proche du sud de la France et proche de tous nos amis joueurs du sud. Hello tout le monde. Et on espère que vous viendrez nombreux puisque c'est un événement dans lequel on s'investit à fond, dans lequel on déplace aussi une grosse partie de l'équipe et on a du coup une grande salle rien que pour nous avec plein de choses qu'on vous organise et notamment encore quelques petites surprises que j'ai à vous annoncer prochainement. Mais pour ça, il suffit de suivre la chaîne. Et enfin, je vais terminer par remercier les tipeurs, puisque les tipeurs, c'est ceux qui nous soutiennent financièrement tous les mois, ou ponctuellement, selon leurs possibilités, mais c'est surtout ceux qui permettent de continuer à faire tourner la tour, à continuer à faire des vidéos, à faire des lives, et continuer du coup d'investir dans le matériel, et du coup pour les événements aussi, vous l'aurez compris. Donc c'est eux qui nous permettent de continuer tout ça, donc on les remercie chaleureusement, parce que c'est grâce à eux que tout ça peut continuer, peut se faire encore et s'améliorer, comme on essaie de le faire en ce moment. La thématique du jour, c'est donc les decks commandeurs de Dungeons & Dragons Forgotten Realms, Aventures les Royaumes Oubliés, que je vais juste dire D&D, voilà, vous inquiétez pas, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Et on va commencer avec deux premiers decks, le deck Aura de Courage et le deck Portail Planaire. Pour les deux autres, évidemment, ça sera ça sera bientôt, voilà, ça sera dans les prochains jours. Mais également, vous le savez, et oui, si vous avez suivi les précédentes analyses de decks, nous avons organisé le 20 in 20 out qui ont été rédigés par Emeric et Ulysse, et du coup ils nous ont préparé évidemment des nouveaux 20 in 20 out sur ces decks commandeurs que vous aurez dans les jours qui suivent. Alors qu'est-ce que c'est qu'un 20 in 20 out? C'est simplement une amélioration des decks préconstruits avec 20 cartes qui sortent et 20 nouvelles cartes qui rentrent, le tout pour moins de 20 €, voilà. Et surtout on a pu le tester durant la précédente table de commandement sur Strixhaven. Ça déchire, voilà, c'était très très bien comme amélioration de deck, donc du coup on le recommence. Donc demain vous aurez le droit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, au 20 in 20 out sur le deck Aura de Courage, et après-demain vous aurez le droit du coup au 20 in 20 out à nouveau sur les réseaux sociaux de Portail Planaire, donc encore une très bonne raison de nous suivre sur les réseaux sociaux. On va commencer avec le premier deck, Aura de Courage. Alors je vais le préciser tout de suite, comment est-ce qu'on va fonctionner tout ça, c'est simple, je vais d'abord analyser les commandants qui sont présents dans le deck, ensuite je vais vous parler des nouvelles cartes, et ensuite je vais vous parler des rééditions très sympas, et je vais ensuite vous donner un avis global sur le deck. Commençons donc avec Aura de Courage, et dont le commandant principal est Galéa. Alors non, c'est pas celle-là. Galéa, embraseuse d'espoir, qui est une créature légendaire elfe et chevalier qui coûte 4, dont un bleu, un blanc et un vert, et qui est une 4/4 avec la vigilance, et vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer les sorts d'aura et d'équipement depuis le dessus de votre bibliothèque. Quand vous lancez un sort d'équipement de cette manière, il acquiert quand cet équipement arrive sur le champ de bataille, attachez-le à une créature ciblée que vous contrôlez. Galéa, alors déjà ce deck c'est le seul que j'ai pu tester réellement sorti de la boîte pour le moment. Donc du coup, voilà, vous aurez mon avis peut-être un peu plus large là-dessus. Galéa, c'est un commandant, enfin une commandante, je devrais dire, qui va dans une direction qu'on n'avait pas trop vue encore jusqu'ici pour les auras et les équipements. Puisque en fait on se retrouve dans une notion d'avoir une extension de la main avec la carte dessus de la bibliothèque, de pouvoir lancer les auras et les équipements. Ce qui est très intéressant en fait, parce que on se retrouve dans une situation où finalement les auras et les équipements ils ont ce petit bonus, ce petit avantage de pouvoir être lancés depuis là, surtout avec l'autre bonus quand même, qui est que les équipements s'attachent automatiquement quand ils sont lancés de cette manière. Ce qui est super intéressant parce que du coup il peut y avoir du jeu avec notamment les tutors, parce qu'il y a des tutors qui mettent au-dessus de la bibliothèque et non pas dans la main, et ça c'est intéressant de les utiliser. Et en plus derrière, en fait, on a tout le jeu également avec le contrôle dessus de la bibliothèque, ce que le bleu peut très bien faire, et il y a également d'autres choses qui permettent de le faire en dehors du bleu.
Donc c'est vraiment cool en fait, on a ce fonctionnement là où on peut contrôler le dessus de la bibliothèque, mettre les équipements pour en fait les jouer derrière et ensuite faire en sorte de ne pas payer le coût d'équipement. C'est quand même quelque chose qui a toujours été intéressant pour les équipements. Après évidemment pour les orales on est dans les meilleures couleurs parce que les équipements ici n'ont pas le rouge, ce qui est quand même une des couleurs voilà, c'est un peu lié à l'équipement, généralement on est sur du beau rose, blanc rouge équipement. Ici non, on est sur du blanc bleu vert qui fait plus penser à un Bant enchantement. Et oui, c'est vrai que enchantement en Bant, on a déjà vu 36 fois, je veux dire, aujourd'hui c'est plus vraiment une surprise. Il paraît qu'il y a certains commandants qui sont très joués dans ces couleurs-là pour ce type de deck. Mais ici, Galéa, là il y a l'accent en même temps sur les équipements qui ont un avantage en plus que les auras. Et du coup, en fait, on se retrouve face à un deck qui va être foncièrement Voltron. C'est-à-dire Voltron, on va tout mettre, on va faire en sorte que notre créature principale, ici je pense notre commandant, parce qu'elle a la vigilance en plus, ce qui est quand même une très bonne capacité en commandeur, je ne le répéterai jamais assez. Mais globalement, Galéa, en fait, ici elle se tourne énormément autour du Voltron, surtout que le deck, alors ça je parle du deck, je ne parle plus uniquement de la créature, il est composé uniquement de 15 créatures, donc c'est assez peu quand même en comptant le commandant. Et derrière, il y a 35 artefacts et enchantements, alors pas tous des auras, j'ai pas fait le tri exactement, mais il me semble qu'on a quasiment que des auras et des équipements, mais honnêtement, c'est plutôt pas mal quoi. Donc derrière, on a un deck qui est vraiment tourné autour de « je joue Voltron ». Voilà, j'ai mes quelques créatures qui sont intéressantes, qui synergisent bien avec le deck, et ensuite, du coup, on va vraiment jouer Voltron et Galéa. En fait, c'est la candidate parfaite pour ça. C'est vraiment, on a de la vigilance déjà, on a un gros avantage déjà à l'avoir sur le champ de bataille, de l'équipement automatique, je veux dire, c'est un très bon body, donc il n'y a rien à dire, quoi. C'est un commandant qui est inspirant, en fait, et sans tout casser, en fait, au niveau du format, c'est un commandant qui va apporter une nouvelle version, en fait, de ces decks Voltron. Alors, Bant Voltron, on avait déjà vu ça auparavant, mais c'est vrai que les decks Voltron Bant, auparavant, ils n'étaient pas forcément excellent. Ici, Galéa nous propose quelque chose de différent qui joue sur les équipements et les auras de manière efficace, et ça fait plaisir. Le commandant secondaire du deck, c'est Storvald, Jarl géant du givre, un géant qui coûte 7, dont un vert, un blanc et un bleu, c'est une 7-7. Il a la parade 3, voilà, donc les sorts et les capacités des adversaires sont contrecarrés s'il le cible, à moins qu'il ne paye 3. Les autres créatures que vous contrôlez ont parade 3, ok. Et à chaque fois que Storvald arrive sur le champ de bataille ou attaque, choisissez l'un ou les deux. Une créature ciblée a une force et une endurance de base de 7-7 jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée a une force et une endurance de base de 1-1 jusqu'à la fin du tour. Ok, alors, Storvald, ici, on est vraiment sur un très gros géant. Pour moi, il se détache pas mal de la logique Voltron, même si, évidemment, vous allez me dire, oui, mais en fait, transformer une créature en 7-7 avec derrière tous les équipements, les auras, c'est quand même pas mal. Oui, après voilà, il le transforme juste en 7-7, moi c'est toujours mon petit problème, c'est que bon, une 7-7 qui n'a pas d'évasion, qui n'a pas le piétinement, qui n'a pas le vol par exemple, malheureusement c'est une 7-7 qui peut être bloquée par une 1-1 et on s'en fout en fait, c'est ça le petit problème. Storvald, j'aime beaucoup sa capacité à protéger en fait le board, et à se protéger lui-même, parade 3 c'est quand même pas négligeable, on l'a dit quand on avait analysé Strixhaven, c'est quand même une capacité qui est très intéressante et très puissante, et visiblement qui va revenir un peu plus souvent que Défense Talismanique. Donc vraiment, Storvald de ce point de vue là, je l'aime bien, il protège bien le board. Derrière, je sens moins le côté Voltron, et du coup, peut-être que en tant que commandant alternatif du deck, on sent vraiment que lui il va aller dans une direction différente de ce que nous propose Galéa. Après évidemment, on peut toujours le jouer avec du Voltron, mais c'est quand même un peu moins intéressant. J'aime bien le fait qu'on a du coup ce boost, ce fait de passer une créature en 7-7 et avoir une autre qui passe en 1-1. Ce qui fait que généralement, une créature adverse peut vraiment être diminuée au possible. Bien sûr, il vaut mieux que nos créatures elles aient le piétinement, qu'elles aient le vol, c'est plus intéressant là-dessus. Et c'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc je pense que Storvald, il va dans une direction un petit peu différente, en mode, je peux avoir plein de créatures qui ont de l'évasion, mais surtout je vais faire en sorte que je puisse les protéger avec mon commandant. Et comme on a du vert en plus, on peut ramper, parce que bon, il coûte quand même assez cher, on va le dire tout de suite. Un commandant à 7, c'est pas commun dans le commandeur actuel. Je vous avoue que là, en effet, Storvald, pour moi, ça va plutôt être une carte de soutien au deck, plutôt qu'un commandant qui va vraiment énormément impacter ou définir la stratégie du deck. Là-dessus, je trouve qu'il y a quelque chose à explorer autour, et je le sens plus comme support, voilà, vraiment support. C'est le commandant qui va pas faire beaucoup de choses, mais il va juste être là pour protéger, renforcer, et c'est tout.
Un nouveau commandant qui ne peut pas être le commandant du deck, mais qui est quand même assez intéressant, c'est Catibri de Castel Mitral. Oui, vous avez bien entendu. Une créature légendaire humain et archer 2-2 pour un vert et un blanc. Elle a l'initiative et la portée, et à chaque fois qu'elle attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle pour chaque équipement qui lui est attaché. Et pour 1, retirez tous les marqueurs +1/+1 de Catibri. Elle inflige X blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée qu'un adversaire contrôle, X étant le nombre de marqueurs retirés de cette manière. Alors ici, Catibri, je vous avoue qu'il y a pas mal de choses qui m'interrogent là-dessus. J'aime bien le fait qu'elle ait l'initiative et la portée, ce qui est très intéressant. C'est également un commandant qui, contrairement à Storval juste avant, est extrêmement peu cher. Je veux dire, on est sur un commandant à 2 mana, qui a en plus déjà une force et une endurance qui sont tout à fait adaptées, et avec 2 mots-clés qui sont très intéressants. Mais ce qui m'embête un petit peu, en fait, c'est que initiative, c'est généralement assez offensif comme capacité, même si ça peut être utilisé de manière défensive, et la portée, c'est une capacité plus défensive. Alors bien sûr, c'est un archer, donc vous doutez bien qu'elle allait avoir la portée, sinon ça aurait été un peu débile, quoi, là-dessus. Et du coup, la première capacité insiste sur le fait d'attaquer et d'être équipé aussi pour Catibri. C'est intéressant, mais je vous avoue que je serais presque contre l'avis de l'utiliser de cette manière-là. Parce que le souci, c'est qu'il faudrait qu'elle puisse avoir la vigilance en plus. Alors évidemment, si vous pouvez lui donner la vigilance, là c'est caviar, quoi. On a une créature qui va attaquer avec l'initiative, qui va gagner des marqueurs en plus parce qu'elle a des équipements qui lui sont attachés. Et derrière, on a cette capacité à pouvoir défendre, et en plus, alors il faut quand même le préciser, la dernière capacité est géniale. Alors oui, vous allez me dire, oui mais ça retire tous les marqueurs, tout ça. Oui, et puis ça pète des créatures attaquantes ou bloqueuses, c'est pas non plus exceptionnel. Mais en fait, surtout, vous pouvez infliger des blessures d'initiative, et ensuite retirer les marqueurs avant que les blessures normales de combat soient infligées, de manière à infliger des blessures supplémentaires. Donc, en gros, c'est comme si elle avait presque la double initiative. Voilà, je mets des très très grosses guillemets, hein, voilà, là vous les avez compris. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir mettre les blessures d'initiative et ensuite de pouvoir retirer les marqueurs pour mettre des blessures supplémentaires. Ce qui est quand même très intéressant là-dessus. Donc, il y a un concept assez original. Est-ce qu'on le joue équipement? Pourquoi pas, Catibri peut fonctionner en équipement. Moi je la verrais plus en simple marqueur +1/+1 parce que en blanc-vert en ce moment il paraît qu'il y a beaucoup de choses pour le faire. Donc honnêtement c'est aussi faisable. Peut-être un mix des deux aussi, hein, tout simplement. Mais voilà, je pense que l'une des priorités quand même pour Catibri, le mieux, ça serait déjà de lui donner la vigilance dans le deck. Et du coup faire en sorte qu'elle puisse briller en tant que commandant offensif et défensif à la fois. Donc voilà, c'est intéressant, et à voir, je pense que ça peut mettre des petits builds assez sympatoches. Un commandant qui est réédité, il n'y en a qu'un seul ici, c'est SRAM, chef édificateur. Donc le nain est conseillé, qui coûte 2, c'est une 2-2, et à chaque fois que vous lancez un sort d'aura, d'équipement ou de véhicule, piochez une carte. Évidemment dans ce deck c'est parfait, je veux dire on est sur un deck qui veut à la fois jouer aura et équipement, ça semble intéressant de pouvoir piocher derrière, donc vraiment SRAM ici, il est tout à fait à sa place, et c'est bien. On va parler maintenant des nouvelles cartes. On va commencer avec le Destrier de la Féerie. Un élan, voilà, qui est une 4/4, qui coûte 4 dont 2 blancs. Et à chaque fois qu'il attaque, une autre créature attaquante ciblée que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois qu'une créature ou qu'un planeswalker que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous pouvez piocher une carte. Alors j'avoue que la première capacité, elle me fait un peu rire. Je suis là... Ok, d'accord, mais il se protège pas lui-même, c'est un peu dommage. Alors évidemment, si vous pouvez le protéger d'une autre manière, lui donner lui aussi l'indestructible via une aura, par exemple, mince, ça serait peut-être une idée, ça. Et bien derrière, c'est vrai que ça peut devenir un petit peu débile, puisque vous allez jouer Voltron, et en fait, lui, c'est un peu l'élan, le compagnon du Voltron. Donc, ça peut être pas mal, en effet. Mais moi, sa deuxième capacité m'intéresse beaucoup, parce qu'encore une fois, là, on remet le blanc en avant, et on dit, ok, le blanc ici, il a moyen, non pas de se protéger des différents sorts et capacités qui peuvent être, dont ils peuvent être la cible, voilà, mais non, ici, on dit juste qu'il y a de la pioche supplémentaire et que c'est un effet dissuasif aussi, parce que, bien sûr, le Destrier de la Féerie, déjà, bon, il a cet avantage d'avoir un bon body, et sachant que lui aussi, s'il est ciblé, on peut piocher, c'est quand même super intéressant, quoi. Donc de la pioche en blanc, en réaction justement à ce côté, vous me ciblez, et ben voilà, moi je me protège, ça a l'air quand même super intéressant, et pour ça je l'aime beaucoup. Donc si vous voulez être très politique ou très pilo forte aussi, eh ben je pense que le Destrier de la Féerie, il est super en fait, mais juste pour sa deuxième capacité, la première est un petit peu ok, quoi. Un nouvel équipement, c'est la Vengeresse Sacrée, un artefact bien sûr qui coûte 3 dont 1 blanc. La créature équipée a la double initiative, et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat, vous pouvez mettre sur le champ de bataille, attaché à elle, une carte d'aura de votre main, et elle a un coût d'équipement de 3 dont 1 blanc.
Alors déjà la double initiative, c'est très bien, voilà, on l'a déjà vu, il y a déjà des équipements qui existent qui donnent la double initiative, ils sont bien, voilà, ils sont généralement assez joués justement quand on veut jouer bien agressif, et en plus bon, c'est un côté défensif pas mal non plus, hein, il faut l'avouer, et j'aime bien en fait le fait que on puisse avoir cette interaction entre équipement et aura, et c'est quand même assez rare en fait d'avoir un équipement qui mentionne les auras et une aura qui mentionne les équipements. Il y en a très peu en fait dans Magic. Cette synergie entre les deux, elle est assez peu existante. On a surtout beaucoup des commandants en fait qui vont interagir avec les deux en même temps, mais pas vraiment directement les deux types de cartes qui vont interagir l'un avec l'autre. Et celle-ci, elle est très bien, parce que du coup, il y a des auras qui peuvent coûter parfois un petit peu cher, qui ont un très gros impact sur la partie. On va parler d'un qui va arriver prochainement, vous inquiétez pas. Bah oui, c'est exactement le genre de choses qu'on peut faire. Alors en plus, comme elle a double initiative et que c'est à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat tout court, c'est-à-dire que voilà, vous n'êtes même pas obligé de les mettre à un joueur, eh ben ça a l'air quand même assez fort, et du coup ça veut dire que vous pouvez mettre 2 auras, et déjà rien qu'en initiative peut-être booster votre créature avec une aura qui lui donne un bon boost, c'est quand même assez intéressant, hein, il faut le dire. Donc vraiment la vengeresse sacrée c'est un très bon équipement quoi, et le coup d'équipement de 3, bah on l'oublie presque tellement il est bon en fait. On passe ensuite à une aura qui a fait beaucoup parler d'elle au moment où elle a été révélée, c'est le manteau des anciens, donc un enchantement aura qui coûte 5 dont 2 blancs, et il enchante une créature que vous contrôlez uniquement. Et quand il arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille, attaché à la créature enchantée, n'importe quel nombre de cartes d'aura et ou d'équipements ciblés de votre cimetière. La créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque aura et chaque équipement qui lui sont attachés. Ça fait beaucoup de choses. Déjà, c'est vrai qu'on a tendance à dire beaucoup que les auras sont moins fortes que les équipements. Voilà, c'est généralement admis, puisque un équipement, la créature meurt, bah écoute, l'équipement il reste sur le champ de bataille. Une aura, la créature enchantée meurt, bah, globalement, l'aura elle part avec, quoi. Donc du coup, c'est vrai que avoir ce côté où on peut faire de la récursion à aura, et en plus à équipement, au cas où il y aurait eu une vrase à artefact, hein, ce qui existe quand même assez souvent dans le format, hein, il faut le dire. Et bah c'est vrai que le manteau des anciens ici, il vient quand même compléter quelque chose qui nous manquait. Mais il le complète de manière un petit peu hardcore, on va le dire tout de suite. Puisqu'il y a quand même une réanimation de masse des auras et des équipements. Mais surtout derrière, il y a le boost. Le boost qui fait penser à tout ce qui brille, voilà. Un grand classique aussi maintenant des decks aura et équipements. Mais c'est vrai que le manteau des anciens ici, il est quand même très fort. Le boost est conséquent, et en plus il synergise très bien avec la capacité déclenchée à l'arrivée en jeu. Ça fonctionne bien en fait. Et bon, évidemment, c'est sûr que si vous n'avez pas actuellement d'aura ou d'équipement dans le cimetière, vous n'allez pas avoir trop tendance à le jouer. Mais il faut compter ça comme, finalement, le manteau des anciens, c'est un sort de réanimation. Donc derrière, vous n'avez pas besoin de jouer ça à n'importe quel moment. Vous allez le garder pour l'instant T, où vous allez dire, ok, on m'a rasé mes équipements et mes auras, et ben écoute, voilà, je les remets tout de suite sur le champ de bataille, et ça va faire très mal derrière. C'est un petit peu la vengeance, quoi, d'une certaine façon. Donc voilà, je pense que ce manteau des anciens, ça va être une carte qui va être jouée, mais partout, dans les decks équipements et dans les decks aura, et dans ceux qui rejoignent les deux, bien sûr, parce que c'est excellent. Autre équipement qui a fait parler de lui, oui, on parle beaucoup, c'est Robe aux étoiles, un équipement qui coûte 2 dont 1 blanc. La créature équipée gagne +0/+3, rien d'exceptionnel jusque-là, mais elle a la projection astrale, pour 2 dont 1 blanc, la créature équipée passe hors phase, donc on la traite avec tout ce qui lui est attaché, donc également la robe aux étoiles, comme s'il n'existait pas jusqu'au prochain tour de son contrôleur. Et c'est un coût d'équipement de 1, ce qui est absolument ridicule. Donc du coup on a une excellente protection ici, puisque contrairement au fait d'avoir par exemple des jambières d'éclair, hein, voilà, qui donnent la défense talismanique, bon déjà ici, défense talismanique, bon au moins ici on peut encore continuer à cibler la créature qui a la robe aux étoiles. Bon il y a le +0/+3 qui est un petit peu anecdotique là-dessus, mais bon, c'est l'idée là quoi derrière. Mais ce qui est excellent en fait, c'est que seulement 2 mana pour passer hors phase, c'est génial, surtout que ça protège vraiment, définitivement, il n'y a rien qui peut passer outre ça. Donc le sacrifice ne fonctionne pas, il n'y a rien, une race board ça marche pas non plus, c'est génial. Et surtout, le coût d'équipement est tellement léger, le coût de la robe est tellement bas en fait, que ça en fait un staple encore une fois. On est sur une carte qui va être jouée dans les decks équipements, qui va être jouée dans ces decks, et notamment je pense aussi beaucoup de decks qui veulent vraiment protéger par exemple une créature importante, pourquoi pas le commandant, au passage, hein, voilà, peut-être une idée comme ça. Donc oui, en effet, la robe aux étoiles, elle me semble excellente, quoi. Vraiment géniale. On finit les nouvelles cartes blanches avec la manœuvre vaillante, un rituel qui coûte 6 dont 2 blancs.
Lancez 2d6 et choisissez un résultat. Détruisez chaque créature de force supérieure ou égale à ce résultat, puis créez un nombre de jetons de 2 chevaliers avec la vigilance égale à l'autre résultat. Et alors du coup, bon, je vous avoue que l'aléatoire c'est quelque chose que j'aime pas trop, surtout au lancer de dés. J'ai joué cette carte durant la partie où je l'ai testée, et en fait je me suis retrouvé avec un problème, c'est qu'il y avait une créature que je voulais absolument détruire, qui malheureusement elle avait 3 de force. Et j'ai pas réussi à faire un 3, j'ai fait un 5 et un 4. Et je me suis dit, bah zut quoi. Donc du coup j'ai détruit le reste, les autres créatures. J'ai fait 5 chevaliers, j'étais content. Mais globalement, le souci, c'est qu'en effet, en passant sur l'aléatoire comme ça, à moins de pouvoir jouer sur les lancers de dés, ce qui va être compliqué quand même avec cette carte-là, hein, voilà, parce que bon, le lancer de dés, il est plutôt bleu-rouge en extension, à côté, donc ça me plaît pas trop, voilà. J'ai l'impression que ce cycle, parce que c'est un cycle, en plus, on va en parler par la suite, hein, mais ce cycle, ben, il a du pour et du contre, et là, moi, j'ai du contre. Voilà, je pense que malheureusement 6 c'est trop cher, mais en même temps c'est compréhensible parce que bah oui, tu fais un double 6 ou genre un 1 et un 6, tu fais un rasboard et ensuite tu fais des 6 chevaliers, en effet ça a l'air pas mal quoi. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Je pense malheureusement que l'aléatoire c'est quelque chose qui va pas trop aider cette carte. On passe au bleu avec le présage du devin, un éphémère qui coûte X et 3 bleus, lancez un dé 20 et ajoutez le nombre de cartes dans votre main au résultat. De 1 à 14, piochez X cartes, et de 15 et plus, et ben regarde X puis piochez X cartes. Alors je vous avoue qu'évidemment, si vous jouez un deck dans lequel vous n'avez pas de limite au nombre de cartes dans votre main, que vous piochez énormément, le présage du devin c'est quand même une excellente carte. Parce que ça va accentuer l'avantage que vous avez déjà, ce qui est une bonne chose généralement dans ce type de deck. Donc oui, enfin je veux dire, plus de cartes, c'est plus de ressources quoi. Et derrière, ben, il suffit par exemple que vous ayez 7 cartes en main, si vous faites un 8 ou plus, ben, vous êtes assuré du coup d'avoir le regard X, donc ça va, c'est quand même pas mal non plus quoi sur un D20. Donc oui, et bah si vous avez plus de cartes, c'est encore mieux. Donc là-dessus, je pense que le présage du devin, que ce soit juste piocher X ou regard X puis piocher X, les deux sont excellents en fait, donc c'est intéressant. Nouvel enchantement, ce n'est pas une aura, c'est le casse-tête de protection Néthéris, qui coûte 4 dont un bleu. Il a la focalisation du rayon. Au début de votre entretien, lancez un D4, regard X, X étant le résultat. Alors le D4, je vous avoue qu'il est compliqué à trouver, mais c'est pas grave. À chaque fois que vous obtenez le résultat naturel le plus élevé d'un dé, piochez une carte. Alors, je trouve ça assez sympathique. Bon, le petit regard X au début de l'entretien, c'est sympa. Disons qu'on avait déjà eu des regards 1 automatiques au début du tour, pour le même coup. Ici, on peut avoir plus qu'un regard 1, c'est cool. Mais en gros, j'aime bien le côté, voilà, résultat naturel le plus élevé, si tu pioches une carte, sachant qu'on a un D4 qui est lancé juste avant. Donc voilà, on a une chance sur 4 de tomber dessus. C'est intéressant, et voilà. Je pense que ici, on peut l'utiliser dans beaucoup de decks en fait qui veulent contrôler le dessus de leur bibliothèque, rien que pour la première capacité, parce qu'elle est bien en fait. Et derrière, la deuxième capacité, elle sera plus utile dans les decks qui vont du coup jouer autour de ces lancers de dés. Et évidemment, si vous pouvez jouer ça dans un deck qui joue autour des lancers de dés, c'est beaucoup plus efficace quoi. Et c'est très intéressant. Donc, voilà, le casse-tête, il est utile, mais il peut être plus utile aussi. Les bottes ailées, un équipement qui coûte 2 dont un bleu, la créature équipée a le vol et parade 4, et c'est un coût d'équipement de 1. Alors là, à la manière du coup de la robe qu'on a vu juste avant, les bottes ailées c'est quand même un truc de taré. Parce que bon, le vol déjà c'est une excellente capacité d'évasion, hein, je pense que je vous apprends rien là-dessus, mais la parade 4 en plus, et tout ça pour un total de 3 mana quoi, 2 mana pour le poser et 1 mana pour l'équiper. C'est quand même assez génial. Donc là-dessus, pour protéger à nouveau un commandant qui peut éventuellement être très agressif, eh ben c'est totalement à sa place, quoi, donc c'est génial. Vraiment, les bottes ailées, j'ai rien à dire dessus, elle est très bien. Le ceinturon de force de géant, un équipement qui coûte 2 dont un vert. La créature équipée a une force et une endurance de base de 10-10, ok. Et équipement 10, cette capacité coûte X de moins à activer, X étant la force de la créature qu'elle cible. C'est assez particulier, mais c'est intéressant. Parce que du coup, bon, évidemment, si la créature est déjà une 10-10, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à dire qu'elle a une force et une endurance de base de 10-10. Mais derrière, vous l'avez vu, le commandant, il permet de cheater les coups d'équipement en lançant directement l'équipement depuis le dessus de la bibliothèque, ce qui est quand même très puissant. Il y a également, bien sûr, d'autres cartes qui permettent de passer outre le coup d'équipement. Et ben, généralement, c'est des cartes qui vont très bien interagir avec le ceinturon de force de géant. Parce que vous imaginez très bien que, en effet, si votre commandant il a une force de base de 10-10,
bah techniquement en 2 coups il peut tuer un adversaire, quoi, voilà. Donc voilà, bon, on lui donne un petit boost supplémentaire, oui, d'accord. Mais globalement, il peut très facilement tuer un adversaire au dégât de commandant. Donc c'est le genre de carte qui peut être intéressant dans ce type de deck Voltron, où on veut bourrer avec notre commandant et tuer avec lui. Autre carte verte, c'est le champ d'inspiration, un éphémère qui coûte 5 dont 2 verts. Choisissez jusqu'à 2 cartes de permanence ciblées de votre cimetière, lancez un dé 20 et ajoutez la valeur de mana totale de ces cartes au résultat. De 1 à 14, renvoyez ces cartes dans votre main, et à 15 et plus, renvoyez ces cartes dans votre main, vous gagnez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana totale. Oui. Bah alors, moi j'aime bien le principe. Déjà, on est sur un éphémère qui fait de la récupération de cartes. On récupère 2 cartes. Pour 5 mana en éphémère, c'est quand même très intéressant. De l'autre côté, bon, on a le petit côté aléatoire avec le D20, mais en fait on s'en fout parce que dans tous les cas, on les récupérera. Et le 15+, alors, bon, globalement, j'imagine que vous n'allez pas ramener des petites cartes de votre cimetière, vous allez ramener des cartes qui ont un certain coût. Je pense que le 15+, il peut être très facilement atteint, vu qu'on cumule quand même la valeur de mana des 2 cartes. Donc il suffit que vous ayez une carte à 4 et une autre à 5. Donc globalement, voilà, vous avez beaucoup de chances de pouvoir réussir votre lancer de dés, quoi. Et bon, le nombre de points de vie en plus, c'est vraiment un petit bonus. Voilà, donc globalement, en fait, on s'en fout de faire le 15+. Rien que le 1 à 14, déjà, il peut être intéressant. Le 15+, c'est un bon bonus, notamment si vous avez besoin de points de vie supplémentaires, bien sûr. C'est bien, moi je l'aime bien, il n'y a pas vraiment de défaut dessus, parce que l'aléatoire ici, c'est juste l'aléatoire pour un bonus, comme celui qu'on avait vu en bleu. C'est pour un bonus qui est sympatoche. Bon, ici qui est plus sympatoche que l'autre qui était vraiment intéressant, mais voilà. Et ça n'enlève pas la puissance de la carte. Donc c'est bien. En multicolore, on a une nouvelle carte, c'est Chevaucher l'Avalanche, un éphémère qui coûte un vert et un bleu. Le prochain sort que vous lancez ce tour-ci peut être lancé comme s'il avait le flash. Et quand vous lancez votre prochain sort ce tour-ci, ciblez jusqu'à une créature, mettez X marqueur +1/+1 sur elle, X étant la valeur de mana de ce sort. C'est quand même extrêmement intéressant. Il coûte que 2 pour faire cet effet-là. Alors c'est uniquement la prochaine carte, mais honnêtement, ça peut être largement suffisant. Parce qu'il suffit que vous ayez une grosse aura, un gros équipement à lancer, pourquoi pas depuis le dessus de la bibliothèque, hein, avec notre commandant. Et derrière, ben, vous obtenez vraiment un nombre de marqueurs intéressant pour jouer un petit peu Voltron, jouer un peu plus agressif. Et je pense que tous les decks qui veulent jouer notamment autour du flash, autour du fait de jouer pendant les tours adverses, en bleu-vert ça existe, hein, vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est le genre de carte que j'intégrerais bien, puisque ben, ça permet déjà de lancer une carte qui ne pourrait pas être lancée normalement en flash. Donc, et le petit boost derrière, il est très intéressant. Donc vraiment une bonne carte. Il va y avoir quelques decks qui vont pouvoir l'intégrer bien sûr. Pourquoi pas le garder dans le deck d'origine ici avec Galéa, hein, bien sûr. Mais vraiment très intéressant comme carte. On passe à l'incolore. Et on va parler du golem d'argile qui est édité dans plusieurs decks. Voilà, ben j'en parlerai ici hein, et pas ailleurs. C'est une créature artefact golem qui coûte 4 et qui coûte 4/4. Et pour 6, vous lancez un D8 et vous faites monstruosité X, X étant le résultat. Donc si elle n'est pas monstrueuse, vous mettez X marqueur +1/+1 sur elle et elle devient monstrueuse. Voilà. Et quand elle devient monstrueuse, vous détruisez un permanent ciblé. Je suis moyennement content en fait, on dirait le golem météoritique mais en moins bon en fait, puisque vous êtes obligé de le payer 4 et ensuite de payer 6 pour lancer le D8. Sachant que vous pouvez le faire qu'une seule fois en fait, donc c'est un peu moyen je trouve. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je trouve que c'est un peu beaucoup de choses pour pas grand chose sur la carte. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de decks qui puissent réellement l'exploiter bien, donc voilà, c'est une carte un peu oubliable. La mouche d'ébène, un artefact qui coûte 2. La mouche d'ébène arrive sur le champ de bataille engagée, elle s'engage pour faire un mana incolore. Et pour 4, vous lancez un D6, et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez faire que la mouche d'ébène devienne une créature artefact, XX insecte avec le vol, X étant le résultat. Et à chaque fois que la mouche d'ébène attaque, une autre créature attaquante ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Alors, bon, j'aime bien le côté, on a un caillou, malheureusement il arrive engagé, voilà, donc c'est un nouveau caillou pour 2, qui fait de l'incolore. Ouais, vous en faites ce que vous voulez, ça peut être intéressant pour certains decks. Mais ce qui peut être sympa en fait, c'est le côté où la mouche devient en fait un support. Puisque bon, peu importe le résultat au D6, hein, en fait, son intérêt principal c'est de pouvoir donner le vol quand elle attaque à une autre créature que vous contrôlez. Donc c'est quand même super intéressant là-dessus. Je pense que la mouche d'ébène en fait, elle va vraiment être utilisée pour le côté flexible, à la fois c'est un caillou, et à la fois c'est un boost qui permet de donner le vol à une créature. Donc peut-être que les decks Eldrazi 100% incolore vont vouloir jouer la mouche d'ébène pour faire voler des Eldrazi, des gros Eldrazi, hein, voilà. Donc oui, non, ça peut être sympa, voilà. Je pense qu'il y a certains decks qui pourront l'utiliser et d'autres qui s'en foutront en fait. L'épée des heures, un nouvel équipement qui coûte 2.
À chaque fois que la créature équipée attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat, lancez un D12. Si le résultat est supérieur au nombre de blessures infligées ou que le résultat est 12, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Et elle a un coût d'équipement de 2. J'aime bien l'épée des heures en fait. Dans un jeu qui veut jouer autour des marqueurs +1/+1 notamment, c'est quand même une très bonne carte, puisque d'un côté on a ce fait qu'elle va mettre les marqueurs à l'attaque, et en plus on va pouvoir les doubler ensuite, en fonction des dégâts infligés bien sûr, mais ça paraît quand même super intéressant. Donc pour ces jeux-là, en effet, il y a vraiment ici une très bonne carte, en plus qui ne coûte pas cher, ni à jouer ni à équiper, c'est relativement raisonnable, hein. Donc ouais, très bonne carte. Parlons maintenant des rééditions du deck. Alors je vais vous parler déjà on va dire des équipements hein, pour commencer. On va parler de Paladin de Puracier, de Chef-d'œuvre d'ingéniosité et de Collier de Basilic. Je ne vais pas vous redétailler ce qu'ils font, mais ici on est quand même sur 3 très bonnes cartes. Le Paladin de Puracier qui n'avait subi qu'une seule réédition depuis son édition originale de Nouvelle Phyrexia, c'était dans Double Masters, voilà, l'été dernier. Mais autant vous dire que pour ceux qui n'ont pas pu mettre la main dessus, c'est une excellente carte et une excellente réédition. Parce que bon, les coûts d'équipement qui coûtent 0, c'est très facile à mettre en place, hein, généralement. Donc vraiment, le Paladin de Puracier, c'est juste un bijou dans ce deck. Et c'est parfait pour ceux qui voudront monter même d'autres decks avec des équipements. Faites-vous plaisir. Le chef-d'œuvre d'ingéniosité, c'est une excellente carte qui n'avait jamais été rééditée depuis Commander 2014. Voilà, c'était sa première édition. Et ma foi, en fait, avoir un effet de clone pour équipement, en fait, c'est quand même super intéressant, quoi. Ça ne coûte que 1 mana, donc c'est très peu cher là-dessus. Et franchement, je trouve que ça déchire. Un très très bon équipement. Et le Collier de Basilic, alors il y en a peut-être beaucoup qui vont se dire « Non mais attends, oui, c'est pas non plus exceptionnel ». Détrompez-vous parce qu'en fait c'est une très bonne carte du Commander qui a été beaucoup jouée notamment avec tous les effets de Pinger qui met des dégâts à distance. Puisque le contact mortel qui est mis sur un équipement, c'est fort, voilà, il faut le dire. Donc voilà, Collier de Basilic, une excellente réédition encore une fois. Et je vais achever ces équipements avec un très bon équipement réédité ici, c'est l'épée de l'animiste. Un équipement légendaire, hein, voilà. Mais surtout le fait de pouvoir aller tutoriser des landes, des terrains grâce à l'attaque, grâce à cet équipement-là, c'est super intéressant. Alors après vous allez me dire, oui, on est en vert dans le deck et tout ça, mais c'est l'une des forces du deck que je vais pas évoquer, c'est qu'ils ont mis énormément de rééditions d'enchantements, en fait, d'aura, qui permettent d'augmenter le mana créé par les terrains, notamment, et du coup des équipements comme celui-là qui permettent d'aller ramper directement. Plutôt que de mettre des sorts d'éphémères et de rituels qui le font, même s'il y en a, hein, bien sûr, il y en a très très peu, derrière c'est surtout axé autour de... ce sont des auras, donc du coup ça synergise avec le commandant, et ça fait ce qu'on veut faire, c'est-à-dire ramper. Et c'est exactement le but, voilà. Donc ici l'épée de l'animiste elle est totalement à sa place, et elle synergise bien avec le commandant. On va parler ensuite de quelques auras qui, ma foi, m'ont tapé dans l'œil. J'étais assez content de les revoir réédités. Faveur du Griffe, Rancœur et Don Angélique. Alors, Faveur du Griffe qui est une aura que j'adore depuis sa première édition. J'en ai même un playset que j'avais gardé exprès pour pouvoir jouer dans les jeux aura le jour où j'en créerai un. Et ma foi, là il est réédité, c'est bien. Parce que bon, ça a l'air de rien, le petit +1/+0 avec le vol, mais surtout on se retrouve avec une aura qui peut revenir toute seule du cimetière directement en jeu. Alors oui, ça coûte 4 mana, mais qui ne veut pas payer 4 mana pour rejouer directement cet enchantement depuis le cimetière? C'est une excellente carte, et vraiment, si vous ne la jouiez pas dans vos decks aura, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment très bon. Pareil, la Rancœur, c'est une carte qu'on avait vu très peu rééditée, on a eu quelques éditions spéciales récemment, mais ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été rééditée, depuis M13 il me semble, donc autant vous dire que ça commence à dater. Et là dans le cas des auras qui permettent de retourner toute seule dans la main, oui, c'est un cas d'école, Rancœur c'est une des meilleures, elle donne de l'évasion, le petit +2/+0 en plus, et derrière, voilà, elle retourne systématiquement dans la main de son propriétaire, c'est quand même super intéressant. Donc vraiment Rancœur, une très bonne carte d'évasion et récursive. Le Don Angélique, vous allez me dire, mais attends, Thibaut, c'est quand même pas si rare que ça. Non, en effet, mais bon, le côté vol plus la pioche de cartes, c'est ce qui fait que le Don Angélique, c'est devenu un classique en fait dans ces decks-là. Donc ça fait très plaisir de le revoir réédité ici, parce que bon, l'évasion, c'est de l'évasion. Et alors Wizards a voulu nous montrer également qu'ils n'étaient pas débiles, puisqu'ils ont inclus des auras qui ne sont pas des auras pour les créatures, ou du moins pas des auras de boost. Et ça c'est super intéressant, parce que ça ouvre d'autres perspectives également à Galéa. Et ici on en a deux bons exemples, la malédiction de l'Ocacité,
et le prisonnier de la lune. Alors malédiction de l'opacité qu'on avait vu édité dans Commander 2017, qui était une très bonne carte puisque c'est une carte de pioche en fait qui s'axe autour du fait d'attaquer le joueur en question, ou que le joueur en question soit attaqué en général. Donc voilà, ça orientait un petit peu l'attaque aussi, c'est quand même super intéressant, c'est l'une des meilleures hein, dans les malédictions. Et voilà le côté pioche, et sachant que en plus comme vous allez attaquer avec généralement une seule créature, puisqu'on est sur un mode Voltron dans ce deck, eh ben, vous n'avez pas besoin d'attaquer avec beaucoup de créatures pour piocher beaucoup de cartes, dans tous les cas vous serez restreint à une seule carte. Donc attaquer avec une seule créature c'est bien, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc Malédiction de l'Opacité c'est une excellente carte ici. Et le Prisonnier de la Lune, alors là j'étais très content parce que bon, c'est une des meilleures cartes de gestion pour les créatures, voilà, et les terrains, et les planeswalkers bien sûr, puisque bah, ça transforme en terrain, donc à moins d'en gérer Prisonnier de la Lune derrière, bah, il risque d'y avoir un petit problème pour l'adversaire en question. Ça fait partie de ce cycle qui peut se compléter d'ailleurs avec la mutation de son brassier et avec le chant des dryades qui sont, bah voilà, qui sont bizarrement les mêmes couleurs, hein, et qui sont aussi des auras. Donc vraiment peut-être qu'il y a le cycle complet qu'il faudrait intégrer dans le deck pour pouvoir gérer vraiment beaucoup de menaces et profiter de la capacité de Galéa. Donc c'est vraiment cool, je trouve que on est sur une bonne réflexion de la part de Wizards de mettre ces cartes-là dans le deck. D'autres cartes qui n'ont pas forcément un rapport direct, quoique, avec le deck, mais qui sont là plus, bah, ils fonctionnent bien, voilà. On va commencer avec la Selkie aux yeux glacés, pour le plus grand bien, intervention héroïque. Et ben, Selkie aux yeux glacés, vous l'avez déjà probablement vu dans beaucoup de decks, elle a été beaucoup rééditée, mais elle est toujours aussi pertinente, en fait, c'est assez incroyable, puisque ben, c'est quand même une créature qui vous fait piocher en fonction des dégâts qu'elle a infligés, donc plus vous faites de dégâts avec elle, plus vous piochez de cartes. Ce qui peut être extrêmement intéressant, vous l'avez compris bien sûr, hein, voilà, parce qu'on pioche, mais bah, on pioche beaucoup de choses, hein, et des bonnes choses. Et derrière cette traversée des îles qui fait toujours autant plaisir hein, là-dessus, parce que bon, vous affrontez un autre joueur de bleu, et bah ouais, voilà, on peut pas bloquer, ah, c'est cool. Donc voilà, j'aime beaucoup la Selkie aux yeux glacés de manière générale, et dans les decks équipement et aura, elle est très bien, et ici on peut même la jouer, hein, ça peut être elle en fait la créature Voltron, sur laquelle on va mettre vraiment toutes nos auras et tous nos équipements, de manière à mettre une maxi patate, et du coup à piocher beaucoup de cartes. C'est très intéressant et je l'aime beaucoup. Pour le plus grand bien, bien évidemment, si jamais quelqu'un essaie de vous gérer votre créature qui a tous ses équipements et toutes ses auras, bah vous pouvez simplement la sacrifier pour piocher beaucoup de cartes. Et ça c'est intéressant, et c'est pour ça que Greater Good, pour le plus grand bien, a toujours été une bonne carte là-dessus. C'est pas un anti-gestion, c'est juste, c'est pas toi qui détruis ma créature, c'est moi, et j'en tire un gros bénéfice. Intervention héroïque ici qui est rééditée, je trouve ça extrêmement ballsy de la rééditer dans un deck Commander, mais surtout avec une nouvelle illustration, et ça fait plaisir ma foi. Parce que ben, c'est une excellente carte qui a déjà été rééditée quelques fois, hein, voilà, donc on s'en cache pas, c'est une bonne carte qui est quand même très jouée en Commander, mine de rien dans les decks qui sont verts, et voilà, je veux dire, il n'y a rien à dire, ça fait plaisir. Et on finit ce deck avec deux cartes, Sapiens Naturaliste et Vent de Rage. Alors Vent de Rage qui est vraiment la logique tout de suite bah, des jeux en enchantement, hein, voilà, puisque ça détruit tout sauf les créatures enchantées, donc c'est très bien. On est parfaitement dans la logique du deck. Et Sapiens Naturaliste qui a été ma grosse surprise que j'ai découverte en ouvrant le deck. Et oui, en fait c'est Nature's Lore qui n'avait pas été réédité depuis une paye, depuis le duel deck anthologie. Donc autant vous dire que ça fait quand même un petit moment. Et c'est une excellente carte puisque bah, on est sur un tuto, alors à forêt uniquement, mais qui met directement sur le champ de bataille dégagé. Donc si vous avez eu 3 visites durant Commander Legends, ici vous avez une réédition de Sapiens Naturaliste qui fait très plaisir. Je vais vous parler rapidement de la base de mana parce que il y a eu un gros upgrade au niveau de la base de mana, on va être honnête tout de suite. Wizards, ils ont fait un truc aux petits oignons pour tous les decks. C'est pour ça que je vais en parler ici, j'en reparlerai pas dans les autres decks, puisque bah il n'y a pas réellement d'intérêt, c'est quasiment le même fonctionnement dans chacun des decks. Mais on va parler du coup de cette mana base avec quelques exemples, hein, je vais pas détailler non plus, mais on a le retour par exemple des Battle Land, alors pas des Battle Bond Land, mais en fait les Tangoland de Bataille de Zendikar, donc du coup qui ont les types de terrain, voilà, ce sont du coup des Biland, ce qui est cool, c'est une bonne chose. On a également le retour des slow fetch, ceux que j'adore, voilà, qui sont extrêmement budget, que je trouve que les joueurs de Commander devraient utiliser quand ils veulent pas investir des masses dans les vrais fetch. Mais voilà, ils sont de retour également, et ça fait très plaisir de les voir réédités ici, en masse. On a également les filtres de Odyssée, voilà, donc du coup qu'on appelle les Signet Land aussi, voilà, qui ressemblent au cachet. Donc très bonne chose aussi de les retrouver ici, hein, ça fait plaisir vraiment, puisque ce sont des terrains qui sont très intéressants.
On a également les Reveal Land qui sont réédités. Alors on avait eu le cycle qui avait été continué avec les Lassie dans Strixhaven, mais ici on retrouve la réédition de ceux de Ténèbres sur Innistrad. Et alors je sais qu'il y en a qui les aiment pas, mais moi je les aime bien. Ils sont cool, ils sont budget, ils sont pas exceptionnels, mais ils sont cool. Et derrière, on a également une réédition à laquelle je m'attendais pas du tout. Ce sont les Thriving Land de Jumpstart, donc les terrains prospères, hein, quand on regarde le nom en français. Et du coup, qui sont vraiment très intéressants, hein, puisqu'ils permettent de faire 2 couleurs de mana, dont une fixe et une que vous allez choisir au moment où elle arrive sur le champ de bataille. Et c'est très bien. Et en fait, du coup, tout ça, plus encore d'autres terrains que j'ai pas évoqués, hein, parce que c'est des classiques, en fait, qu'on a déjà vu rééditer pas mal de fois, mais qui sont toujours aussi intéressants, et c'est vrai qu'on a une base de mana qui est ultra solide, quoi. C'est impressionnant. Et d'un seul coup, on se retrouve avec une base de mana, voilà, qui donne envie de jouer le deck et qui n'a pas de réel problème. Voilà, pour l'avoir testé, hein, je n'ai pas eu de souci de mana dans un deck tricolore. Ici, avec ce deck-là, je n'ai pas eu de souci. Parce que les terrains étaient bien, parce que, voilà, j'avais vraiment ce qu'il fallait. Donc c'était cool. Et vraiment, Wizards, bravo. C'est ça qu'on veut voir, en fait. Pas forcément des terrains chers, mais des terrains qui sont utiles. Mon bilan sur ce deck, en fait, je vais le faire rapidement, hein, mais globalement c'est un deck que j'ai beaucoup aimé jouer, voilà, je vous le dis tout de suite. C'est un deck que j'ai beaucoup aimé jouer, il y a des trucs qui sont assez inutiles dans le deck, bien sûr, comme dans tout préconstruit Commander, hein, vous le savez, mais vraiment il y a beaucoup de bonnes choses, il y a probablement quelques cartes qui ne sont pas forcément à leur place, mais qui apportent des choses intéressantes, notamment dans les nouvelles cartes, hein, voilà, j'en ai parlé, mais je trouve que le deck, il est bien construit, il est intéressant. Et il est surtout assez résilient, ce qui est généralement pas trop le cas en fait pour les decks aura et équipement. Donc il y a des choses intéressantes à explorer ce deck, et je pense qu'en effet le 20 in 20 out va vraiment apporter les éléments qui manquent, mais qui seront bien complémentaires de tout ce qu'on a pu voir ici, parce que honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, je pense que c'est un très bon deck. Passons maintenant au deck Portail Planaire qui est dirigé par Prosper lié au Grimoire, un Tieflin et Psychagogue 1/4 pour 4, dont un noir et un rouge. Il a le contact mortel, et au début de votre étape de fin, exilez la carte dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Et la deuxième capacité, à chaque fois que vous jouez une carte depuis l'exil, créez un jeton trésor. J'aime bien Prosper en fait parce qu'il va dans une direction qu'on avait un petit peu amorcée aussi avec Belborca en Boros, hein, si vous vous souvenez bien, avec les cartes exilées. Ici on est plus sur le fait de jouer depuis l'exil. Donc tout le côté Impulse Draw qu'on dit, voilà, c'est exiler autant de cartes dessus de la bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci ou jusqu'à votre prochain tour. Ce sont des choses intéressantes en fait qui existent dans Magic en fait et qu'on avait assez peu exploité jusque-là. Et Prosper ici permet de l'exploiter de la meilleure des façons, puisque déjà lui-même vous permet de récupérer des cartes. Ce que j'aime bien en plus c'est que, alors il le fait au début de l'étape de fin, voilà, bon c'est pas trop un problème puisque derrière surtout ça permet de jouer jusqu'à la fin du prochain tour, donc c'est à dire que si on a des éphémères qui peuvent être joués ou des cartes en flash, eh ben, c'est parfait là-dessus. Derrière, on a ce côté jouer avec l'exil qui rapporte des trésors, qui est quand même excellent, parce que du coup, ça veut dire que techniquement, vos sorts, en fait, ils vous font un mana à chaque fois qu'ils sont joués, et c'est quand même pas mal du tout, hein, on va le dire tout de suite. Mais surtout derrière, vous pouvez jouer également avec la prédiction, puisqu'on l'a vu dans Kaldheim. Donc la prédiction, on peut jouer avec la cascade, puisque ça lance depuis l'exil la carte qui a été qui était exilée, donc voilà, vous pouvez le lancer depuis là. Donc il y a pas mal de choses à explorer, voilà, et je trouve que Prosper, en fait, il a un design intéressant là-dessus. Voilà, donc un commandant qui va pas faire non plus toute la game à lui tout seul, mais en fait qui va apporter quelque chose de très consistant, à une nouvelle stratégie, j'ai envie de dire, c'est le jeu depuis l'exil, un petit peu à la manière de ce qu'avait fait Vega, un peu, hein, en blanc-bleu, dans Kaldheim. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans cette situation où, voilà, on est dans un petit clone de Vega, un petit peu plus puissant aussi, vu qu'il génère du mana plutôt que de la pioche. C'est intéressant, très intéressant. Le commandant secondaire de ce deck, c'est Karazikar, le despote Tyranneuil, qui est, attention, une créature légendaire Tyranneuil, vous avez deviné. C'est une 5/5 pour 5, dont un noir et un rouge, et à chaque fois que vous attaquez un joueur, engagez une créature ciblée que ce joueur contrôle et incitez-la. Donc du coup, jusqu'à votre prochain tour, elle doit attaquer à chaque combat si possible, et elle attaque un joueur autre que vous si possible, ou autre qu'un Planeswalker que vous contrôlez également. À chaque fois qu'un adversaire attaque un autre de vos adversaires, le joueur attaquant et vous piochez chacun une carte, et perdez chacun un point de vie. Ça me fait marrer parce que juste au-dessus, j'avais parlé du coup de la malédiction bleue, ici on est un peu dans le même genre, mais avec la perte de points de vie en plus, parce qu'on est en noir-rouge, hein, voilà, il faut perdre des points de vie, tout ça, c'est la logique. J'aime pas mal Karazikar, il a des choses intéressantes sur lui en fait, puisque déjà, la première capacité ne se déclenche pas quand Karazikar attaque, c'est quand vous attaquez. Donc vous pouvez très bien attaquer avec d'autres créatures, et vous en foutez, voilà, vous allez inciter une créature adverse, et en plus vous allez l'engager. Donc techniquement vous retirez un bloqueur,
à un adversaire, mais vous retirez également un potentiel attaquant qui aurait pu venir vous emmerder derrière. Voilà, donc c'est très bien. Donc j'aime bien cette capacité, elle est simple, elle est efficace, elle est un peu politique d'une certaine façon, donc moi je la trouve cool. De l'autre côté, on a cette capacité qui vous permet de piocher et qui permet à l'adversaire de piocher. Encore une fois, on est sur un côté politique. On est sur ce côté, écoutez, vous n'allez pas m'attaquer moi, vous pouvez piocher, et en plus, alors vous perdez un point de vie, mais en plus vous pouvez me forcer à piocher, et derrière, vous me faites perdre un point de vie. Il y a quand même un certain malus en fait pour celui qui joue Karazikar, puisque même s'il récupère de la pioche, il le récupère au détriment d'un de ses points de vie. Ce qui peut être très impactant en fait dans la partie, mine de rien, puisque bon, imaginons que vos 3 adversaires s'attaquent entre eux, techniquement ça veut dire que vous allez piocher 3 cartes, mais vous allez perdre 3 points de vie par tour de table. Ce qui est quand même un peu violent. Donc là-dessus, bien sûr, vous allez pouvoir jouer sur la récupération de points de vie à droite à gauche, hein, c'est largement faisable en noir, il paraît. Donc c'est intéressant, je trouve le design, le concept autour de Karazikar très intéressant, puisqu'on est sur un côté politique, mais en même temps un petit peu forcé avec l'incitation. Donc ouais, ça peut être très sympa à monter. Et l'autre commandant, qui n'est pas un commandant qui pourra du coup remplacer nos précédents commandants, c'est Lorkhan, collectionneur de sorciers, un diable légendaire qui coûte 7 dont 2 noirs. C'est une 6-6 avec le vol. Chaque fois qu'une carte de créature est mise dans le cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne, vous pouvez payer un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Si vous faites ainsi, mettez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. C'est un psychagogue en plus des autres types. Si un psychagogue que vous contrôlez devait mourir, exilez-le à la place. Alors, je vois un peu le concept autour de Lorkhan. Ce que j'apprécie dans Lorkhan, en fait, c'est que on est sur de la réanimation directe. Mais ça se fait au détriment des points de vie, donc vous avez intérêt vraiment à avoir de quoi en récupérer. Parce que, on va l'avouer tout de suite, hein, si vous récupérez une ou deux créatures par tour qui coûtent genre 4 ou 5 mana, ça va commencer à piquer très très rapidement. Hein, voilà, donc autant vous dire que si vous bouffez un quart de point de vie par tour de table, et ça va faire mal, quoi. Donc, derrière, je pense que Lorkhan, il va jouer au niveau gestion, récupération de points de vie. Parce que si vous gérez la table, ou alors, après, vous pouvez faire de la meule, mais bon, en mono noir, ça va être un peu plus compliqué. Mais, si vous faites de la gestion de créatures adverses, et que derrière, vous récupérez ces créatures à votre avantage, et que vous avez moyen de récupérer des points de vie derrière, je pense par exemple au Fouet d'Erebos, qui m'inspire beaucoup, là, dans cette situation. Mais derrière, voilà, c'est un équilibre assez fragile à mettre en place, mais qui peut être extrêmement rentable. C'est un petit peu du quitte au double, en même temps c'est un diable, hein, voilà, vous n'attendez pas à grand chose. Et j'aime bien aussi, c'est un petit détail cette dernière capacité, mais c'est un détail très important. Parce que vous récupérez des créatures adverses, mais derrière, elles sont exilées si elles devaient mourir. Déjà pour une raison très conne, c'est que sinon vous pourriez faire une boucle. Puisque voilà, c'est mis une carte de créature est mise dans le cimetière de l'adversaire, d'où qu'elle vienne. Donc même si elle vient de notre champ de bataille, ça aurait pu être faisable. Mais c'est bien parce que en plus ça veut dire que techniquement vous gérez la créature de manière à ce qu'elle ne puisse pas être ranimée derrière. Donc, un bon commandant mais qui demande un build particulier, mais intéressant. En commandant réédité, on a Gonti, Seigneur de l'Opulence. Voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous représenter Gonti, puisque bon, on l'a présenté quand même pas mal de fois, il paraît. J'aime bien en fait parce que du coup lui il rentre dans la logique, j'exile les cartes des adversaires et derrière je peux les jouer, donc c'est intéressant, on est vraiment sur la logique de notre commandant principal, hein, de Prosper. Donc c'est vrai que Gonti ici il a totalement sa place et il est très bien ici. Donc ouais, une bonne carte intégrée dans le deck. Et ensuite on a Etali, Tempête Primordiale. Alors Etali, je me suis souvent plaint de l'avoir un peu partout pour n'importe quoi en fait, mais mine de rien ici elle est très bien avec Prosper, encore une fois, vu que elle exile les cartes dessus de la bibliothèque de chaque joueur et tu peux les lancer ensuite sans payer leur coût de mana. Déjà ça veut dire que techniquement en fait tu peux récupérer jusqu'à 4 trésors, ce qui est quand même pas mal, donc du coup techniquement elle te fait du mana virtuellement. Avec le commandant en fait on a une très bonne synergie avec Etali et du coup elle est complètement à sa place et je pense que même dans le deck amélioré ça serait une bonne chose de la garder. Parlons maintenant des nouvelles cartes, on va parler du Sac Dévoreur pour commencer, un artefact qui coûte 1 noir. Chaque fois que vous sacrifiez un autre artefact non jeton ou une autre créature non jeton, exilez-la. Pour 2 en l'engageant, sacrifiez un autre artefact ou une autre créature, piochez une carte. Et pour 3 en l'engageant et en le sacrifiant, lancez un dé 10, envoyez jusqu'à X cartes parmi les cartes exilées par le Sac Dévoreur dans les mains de leur propriétaire, X étant le résultat. Alors je vous avoue une chose, je n'aime pas vraiment ce Sac Dévoreur. Déjà parce que bon, on a la notion de sacrifice qui est tout à fait jouable. Alors, je veux dire, on a une carte noire. Dans des decks noirs, généralement, il peut y avoir du sacrifice aussi. J'aime bien sa première capacité qui permet de sacrifier les artefacts ou créatures pour piocher. C'est bien. Ça coûte un peu cher, je trouve, mais c'est bien. C'est raisonnable. Et derrière, je n'aime pas la dernière capacité, malheureusement, parce que vous n'avez pas moyen de la réactiver derrière si vous avez un problème, en fait.
vous le sacrifiez, et puis point. Vous avez lancé votre D10, et si vous avez le malheur de faire un échec critique, de faire un 1, alors vous avez sacrifié peut-être 5, 6 artefacts ou créatures, ben derrière, c'est tout, voilà. Vous avez perdu des cartes qui vont rester exilées, et c'est un peu dommage en fait là-dessus. Donc, d'autant plus que je trouve qu'il fonctionne pas vraiment avec les commandants présentés, puisque bah, il exile des cartes d'accord, mais il permet pas de les rejouer, il permet juste de les récupérer dans la main. C'est pas comme s'il permettait de les rejouer. Donc, le Sac Dévoreur, j'ai du mal à comprendre où il veut aller. Et malheureusement, je pense pas que ce soit une excellente carte. Voilà, donc, bof. Si vous avez trouvé un endroit où le jouer, dites-le nous dans les commentaires, mais là... Le sort de danse macabre, un nouveau rituel qui coûte 5 dont 2 noirs. Chaque joueur sacrifie une créature non jeton, lancez un D20 et ajoutez au résultat l'endurance de la créature que vous avez sacrifiée de cette manière. De 1 à 14, renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature mise dans un cimetière de cette manière. De 15 et plus, renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle jusqu'à 2 cartes de créatures mises dans les cimetières de cette manière. Alors voilà, je vous avoue que c'est un sort de réanimation tout à fait acceptable, voilà. Je veux dire, vous pouvez le faire juste en misant sur le fait que vous allez pouvoir réanimer votre créature à vous, voilà. Ce qui est quand même une bonne chose, et en plus vous avez fait sacrifier chaque adversaire une créature, y compris vous, donc bon. Il y a une notion avec la mort de vos créatures, avec celle des adversaires, ça peut être intéressant dans certains decks. Je pense que c'est une bonne carte, c'est juste une bonne carte en fait, voilà. Évidemment, si vous avez moyen d'exploiter à fond la mécanique avec l'endurance, voilà, et dire, ok, j'ai systématiquement un 15+, ce qui va être compliqué quand même, hein, il faut le dire, il y a toujours du random, bah oui, ça peut être très intéressant, mais je pense que ça reste juste un bon sort de réanimation, quoi. Et quand même, la petite précision qui est quand même assez intéressante, c'est le fait qu'on sacrifie tous une créature non jeton. C'est-à-dire que voilà, ceux qui se protègent derrière des jetons qui sont créés pour éviter de devoir sacrifier leur propre créature, leur vraie créature, en fait, eh ben là ils pourront pas. Donc c'est intéressant et ça en fait une bonne carte. On enchaîne avec le tir à mort, une créature tire un œil et squelette, et ouais, c'est un squelette avec un œil qui tire des lasers, et qui coûte 5, dont un noir, c'est une 4-6 menace, et à chaque fois qu'une créature attaquante que vous contrôlez ou qu'une créature bloqueuse qu'un adversaire contrôle meurt, créez un jeton de créature de 2 noirs zombies. Pour 6, renvoyez sur le champ de bataille, engagez le tir à mort depuis votre cimetière. Là on est sur une logique extrêmement agressive derrière, hein. C'est sûr, parce que c'est vos créatures attaquantes et les créatures bloqueuses adverses qui vont du coup vous permettre de créer des jetons de noirs zombies. C'est intéressant, c'est pas non plus exceptionnel, mais techniquement c'est intéressant, ça permet de créer des bodies et de passer en mode full aggro. Pourquoi pas dans une version aristocrate, ça peut être intéressant aussi, hein, voilà. Parce que bon, techniquement vous pouvez très bien faire en sorte par exemple que vos créatures attaquent, hop, elles sont bloquées par exemple, et derrière vous les sacrifiez en réponse en fait. Et du coup, bah, comme elles sont toujours attaquantes, voilà, ou alors vous pouvez le faire aussi après que les dégâts aient été infligés, hein, parce qu'il y a l'étape de fin de combat où elles sont toujours attaquantes ou bloqueuses, et ben vous pouvez très bien jouer là-dessus pour créer ensuite des zombies. Donc c'est intéressant, il y a des choses à exploiter autour. J'aime bien aussi le fait qu'il ait une auto-récursion sur lui, voilà, il revient tout seul comme un grand. Il n'y a pas besoin de grand chose là-dessus. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec le tir à mort, même si c'est particulier, même s'il coûte un poil cher, mais c'est suffisamment intéressant pour l'utiliser. On continue avec l'employé sinistre, un tiefling gredin 3-2 pour 4, dont un noir. Chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez 2 jetons trésor. Et pour un noir, sacrifiez X trésor. Une créature ciblée gagne moins X points jusqu'à la fin du tour, n'activez que en rituel. Alors, l'employé sinistre, je l'aime beaucoup, parce que bien sûr, vous avez la création de jetons trésor, qui veut dire que votre attaque sera systématiquement une attaque qui permettra de faire du mana. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors évidemment, heureusement c'est pas pété au point que c'est à chaque fois qu'une créature inflige, hein. C'est à chaque fois qu'au moins une créature, donc si vous avez 10 créatures qui infligent des blessures, bah vous ferez quand même que 2 trésors. Mais c'est un avantage non négligeable. La capacité activée derrière, je l'aime beaucoup moins, parce que vous allez techniquement déjà payer un mana, et vous allez sacrifier des trésors qui peuvent vous faire du mana aussi. Pour pouvoir faire un -X, c'est un petit peu léger, surtout quand c'est que en rituel. Mais une logique trésor, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec un deck trésor qui utilisera l'employé sinistre à bon escient. Donc voilà, il y a de bonnes choses à faire là-dessus. Le blâme infernal, un éphémère qui coûte 3 dont un noir. Jusqu'à la fin du tour, les permanents que vos adversaires contrôlent acquièrent quand ce permanent inflige des blessures au joueur qui a lancé le blâme infernal. Sacrifiez ce permanent, vous perdez 2 points de vie. Oh là là. Alors ça, je trouve que c'est probablement l'une des meilleures vrasses, non symétriques bien sûr, mais c'est impressionnant en fait, parce que derrière, c'est quand même... ok, alors,
tu m'attaques avec toutes tes créatures, bon, éventuellement, on peut survivre, il y a toujours moyen, mais surtout faire en sorte que, bah voilà, tout est permanent, t'es obligé de les sacrifier. En plus, c'est du sacrifice, donc ça passe au-dessus de l'indestructible, c'est énorme, voilà, ça passe au-dessus de tout, donc c'est génial. Il n'y a aucune cible, donc du coup, aucune protection possible, aucune redirection possible. C'est un truc de dingue, en fait. Là, j'adore. Je trouve ça dingue parce qu'en fait, du coup, le blâme infernal, ça peut être un retournement de situation complètement débile où quelqu'un est persuadé qu'il est en train de vous faire vraiment mal et qui vous met dans le mal, et en fait, il se met encore plus dans le mal que vous. C'est assez dingue et ça ne coûte que 3 mana. C'est génial. Vraiment, c'est génial. On passe au rouge avec le Fiel Fouet, un artefact équipement qui coûte 2 dont un rouge et qui s'équipe pour 3 dont un rouge. La créature équipée a +2/+0 et la portée. Et à chaque fois que la créature équipée subit des blessures, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, joueur ou planeswalker. Je trouve ça assez intéressant, parce que on se retrouve dans une situation où oui, alors ma créature subit des blessures, bam, elle inflige autant à un joueur ou un planeswalker. C'est bien, c'est suffisant. Alors évidemment, moi j'ai 2-3 petites pensées avec des créatures qui seraient indestructibles. D'autant plus que là, en fait, le Fiel Fouet, c'est assez intéressant parce que c'est pas un équipement qui est offensif, c'est un équipement qui est assez défensif, puisqu'on a la portée et le +2/+0. Mais c'est intéressant, en fait, là-dessus. C'est un concept, et je trouve que derrière, ce petit côté où, ouais, je subis des blessures, je t'en remets autant, bah, c'est super intéressant, et ça peut être exploité avec pas mal d'autres cartes du jeu à côté. La manœuvre téméraire, un rituel qui coûte 7 dont 2 rouges, lancez 2d12 et choisissez un résultat. La manœuvre téméraire inflige à chaque créature un nombre de blessures égal à ce résultat, puis crée un nombre de jetons trésors égal à l'autre résultat. Alors là, du coup, on est sur une simili-vrasse, mais en même temps qui peut aller que jusqu'à 12, et au niveau des probabilités, bah du coup, là, c'est un peu tout ou rien, hein, c'est ça qui est un peu embêtant. Après, le nombre de jetons trésors, ça, je trouve ça cool, parce que ça veut dire qu'on peut faire aussi un grand nombre de jetons trésors, ce qui peut carrément rembourser le sort, hein, il faut le dire tout de suite. Ce qui me semble un peu débile, hein, voilà, donc on va être honnête, hein, c'est débile là-dessus. Je trouve que la manœuvre téméraire, encore une fois, on joue autour des D12, et ça, enfin, autour des lancers de dés, et ça m'embête. Ça m'embête vraiment parce que, à moins de se tourner vraiment autour des lancers de dés, ce qui est faisable, notamment en bleu-rouge, hein, voilà, je pense que ça reste en fait une carte qui, elle peut faire des choses, mais il faut que les astres soient alignés, quoi. Il y a des decks dans lesquels on pourra plus l'exploiter que d'autres, c'est sûr. Le partage du butin, un enchantement qui coûte 2 dont un rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'un adversaire perd la partie, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut jouer un terrain ou lancer un sort parmi les cartes exilées par le partage du butin. Et il peut dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Quand il fait ainsi, exilez la carte du dessus de sa bibliothèque. Je trouve ça très chaotique en fait comme carte, parce que si vous n'avez pas compris, globalement, les joueurs peuvent jouer les cartes qui ont été exilées par les autres joueurs aussi, grâce au partage du butin. Donc ce qui fait quand même que c'est un peu débile. Voilà, vous pouvez récupérer des trucs qui ne sont pas à vous, donc vous ferez attention à ne pas trop mélanger les cartes dans les decks hein, derrière, vous ferez gaffe. Mais globalement, je trouve que le concept est intéressant. Derrière, on est sur un côté où vous pouvez aussi vous plomber vous-même, puisque dans un deck on met des synergies, et si jamais quelqu'un se dit « Attends, cette carte-là elle est très intéressante pour son deck », bah voilà, il va vous la prendre et il va la jouer à votre place pour éviter que vous puissiez la voir. Ce qui est un peu dommage. Derrière, après, vous avez aussi des situations où simplement un joueur ne va pas prendre les cartes qui sont exilées, et du coup il exilera jamais plus de cartes de sa bibliothèque. Donc c'est dommage, il va pas renflouer non plus la caisse, enfin le butin je devrais dire. Donc c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est une carte chaotique très intéressante, je vois pourquoi elle est là, parce qu'elle synergise très bien avec Prosper, mais en même temps, voilà, c'est chaotique quoi. L'ensorceleur de magie sauvage, un orc et chaman 4-3 qui coûte 4 dont 1 rouge. Le premier sort que vous lancez depuis l'exil à chaque tour à la cascade. Ok, alors la cascade je vous fais pas le rappel dessus, hein, c'est la cascade. Globalement, l'ensorceleur de magie sauvage, il est excellent, on va le dire tout de suite. En fait, avec Prosper à côté, c'est complètement justifié. Parce que du coup, vous allez pouvoir lancer les sorts depuis l'exil. Mais surtout, il faut comprendre quelque chose, c'est que techniquement, quand vous lancez un sort qui a la cascade, alors je parle pas du premier sort que vous lancez depuis l'exil, hein, mais par exemple un simple sort qui a la cascade, techniquement derrière, le sort que vous allez exiler et que vous allez révéler et dire « Ah, c'est bon celui-là, je peux le lancer grâce à la cascade », il est lancé depuis l'exil. Donc ça veut dire que lui-même aura la cascade derrière. Donc techniquement, ça fait que le sort sur lequel vous cascadez la première fois à chaque tour, il va cascader lui-même aussi. Donc c'est intéressant, il y a un concept autour qui est vraiment sympa. Et du coup là on est sur la partie plus, ok, la cascade fonctionne avec Prosper. Donc c'est super intéressant et ça fonctionne très bien.
Et évidemment, les jeux cascade, l'ensorceleur, il est très bien aussi. Donc vraiment, une excellente carte là-dessus pour des types de jeux assez complémentaires. On passe au multicolore avec la suspicion et enfiévré. Regardez-moi ce tir à œil qui tire la langue. C'est un rituel qui coûte 8, dont un noir et un rouge. Chaque adversaire exile les cartes de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes non-terrain sans payer leur coût de mana. Et elle a le rebond, c'est-à-dire qu'au début de... Voilà, vous allez l'exiler au moment où vous l'avez lancé depuis votre main, c'est quand vous le résolvez. Et derrière, au début de votre prochain entretien, vous pouvez le relancer gratuitement depuis l'exil sans payer son coût de mana. Donc du coup, évidemment, le rebond ici, avec Prosper, c'est synergique, c'est fait exprès, c'est bien. Et en plus, la carte elle-même, Suspicion Enfiévrée, exile déjà une carte à chaque adversaire, donc que vous allez pouvoir jouer depuis l'exil. Donc vraiment, avec Prosper, c'est une très bonne carte, vous allez me dire, ça coûte 8 mana, d'accord, oui, mais on s'en fout en fait, parce que Prosper déjà vous permet de ramper quand même pas mal avec la synergie qu'il a sur lui-même, donc c'est vrai que sans Suspicion Enfiévrée, ça me paraît être une excellente carte du deck, qui est tout à fait à sa place, quoi, et qui est intéressante pour ce concept. La deuxième carte multicolore, c'est la Traversée des Enfers. Ah oui, ça envoie tout de suite. C'est un éphémère qui coûte 4, dont un noir et un rouge. Exilez une créature ciblée jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez lancer cette carte et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait d'une mana n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Bah c'est simple, voilà, c'est efficace. Déjà c'est un exil à créature en noir-rouge. Alors là, j'avoue ne pas connaître de précédent dans ces couleurs-là du style. Hein. Donc vous avez déjà un exil pour créature. Bien, efficace, peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais c'est bien. Et derrière, bah, vous pouvez en plus la relancer, c'est quand même cool. Et ça fonctionne bien, en fait, ça fonctionne vraiment bien avec l'idée du deck, l'idée de Prosper, donc waouh, très bonne carte. En artefact, on a la bourse magique de Bucknar, un artefact qui coûte 2, pour 1 en l'engageant, lancer un des 4 et créer un nombre de jetons de trésor égal au résultat. Le joueur à votre droite acquiert le contrôle de la bourse magique de Bucknar. Alors c'est une carte qui est éditée dans un autre deck aussi, me semble, donc voilà, je n'en reparlerai pas, mais alors, je trouve sympa, voilà, globalement c'est bien, ça permet de faire un petit peu de mana supplémentaire, c'est un petit peu group hug, mais le problème en fait c'est que si jamais vous avez un joueur à la table en fait qui ne voudra pas l'activer, eh ben c'est fini quoi, c'est foutu. Donc il n'y a pas vraiment moyen de la récupérer derrière, bon, s'il doit y en avoir quelques-uns bien sûr, mais ça va être compliqué quoi. Et malheureusement, bah, je pense que c'est pas tout le monde qui voudra l'activer, parce que bon, c'est un peu random tout ça... Parce que dans le pire des cas, quand même, vous dépensez un mana juste pour recréer un mana derrière, et en plus vous filez le truc qui crée les manas à quelqu'un d'autre. Et voilà, donc je suis pas sûr que ça fasse des trucs de fou, mais c'est un bon artefact, quoi. Et enfin, on parle du nouveau terrain, qui est édité également dans 2 decks, dont celui-ci. La Faille de l'Outre-Terre, un terrain qui fait du mana incolore en s'engageant, ou bien pour 5 en l'engageant et en l'exilant. Lancez un des 10, mettez une cible artefact créature au Planeswalker dans la bibliothèque de son propriétaire, juste au-dessous des X cartes du dessus de cette bibliothèque. X étant le résultat, et vous pouvez le faire uniquement en rituel. Je trouve que c'est une bonne carte en fait, ça rappelle d'autres cartes qu'on avait eues, notamment en blanc, qui remettaient à autant de cartes du dessus de la bibliothèque. C'est intéressant, voilà, je vais pas dire que c'est excellent, mais ça peut intéresser certains decks qui veulent contrôler un petit peu tout ça, c'est bien. Après bon voilà, le terrain est exilé, donc vous n'avez pas moyen de le ramener, sinon ça aurait peut-être été un peu débile, mais bon voilà, il y a des restrictions qui font que c'est ok, c'est une carte intéressante. Passons maintenant aux rééditions du deck, et je vais commencer avec les cartes notamment qui font tout simplement ce qu'on attend, c'est-à-dire permettre de jouer des cartes depuis l'exil. Et ici j'en ai 3 pour commencer, le Géant Tectonique, la Communion avec la Lave et Embraser l'Avenir. Alors le Géant Tectonique qu'on a eu assez récemment, hein, c'est dans Theros Beyond Death, mais ma foi, c'est une bonne carte, une carte que j'aime beaucoup, hein, si vous le savez. La Communion avec la Lave, alors déjà c'est un éphémère, ce qui est un énorme avantage, et surtout c'est un éphémère avec un coût à X, donc du coup exiler X cartes, c'est vous qui contrôlez combien de cartes vous voulez exiler. Là-dessus c'est super intéressant, et surtout ça se fait jusqu'à la fin de votre prochain tour, donc c'est quand même très bon, et c'est une bonne réédition qui n'avait pas été rééditée depuis Dragon de Tarkir. Embraser l'avenir, c'est un peu pareil en fait, là on est sur le genre de carte qui fonctionne bien dans la stratégie, voilà, qui est plutôt bon, et en plus qui est encore meilleur quand vous le relancez en flashback, hein. Donc ça fait vraiment plaisir, et c'est le genre de carte qui vraiment peut impacter énormément votre plan de jeu, donc c'est un bon atout. D'autres cartes qui jouent avec l'exil, avec le fait de jouer avec l'exil, c'est les Affres du Chaos, voilà. Donc un sort cascade pistage, alors pistage qui a une capacité mais tellement bien, qu'on a très peu revu en réalité, ici Affres du Chaos c'est l'une des dernières d'ailleurs. Donc voilà, la cascade qui est juste une cascade, c'est quand même cool, donc ça fait plaisir. Et qui peut être joué en plus depuis le cimetière avec le pistage, c'est quand même très sympa.
le Théâtre des Horreurs, qui est... Alors, je l'avais oublié celui-là, je vous avoue, puisque c'est quand même une bonne carte d'exil. Alors, certes, si elle n'est pas gérée, parce que si elle est gérée, c'est une catastrophe, en fait, mais juste le fait de cumuler des cartes exilées, et que, ah, j'ai mis une blessure, ah, un adversaire a perdu du point de vie ce tour-ci, ah bah du coup, bah, je peux jouer mes cartes exilées, voilà, depuis toutes les cartes exilées, aucun problème. Voilà, c'est une boîte à outils sur pattes qui est super intéressante. Et la baguette du chaos, alors là on est vraiment dans le côté un petit peu, ah bah random, voilà, mais ça fonctionne bien, parce qu'on est exactement sur ce qu'on souhaite avec Prosper, ça ne coûte que 4 à activer, ma foi, donc c'est assez raisonnable là-dessus. Vraiment, c'est une bonne carte de random, un petit peu du pif, le but c'est de faire de la value avec Prosper. Je vous avoue que... il n'y a pas grand chose d'autre dont je vais parler en cartes rééditées, puisque j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient un petit peu... ou des cartes qui sont juste, en fait, dans ce qu'on peut attendre d'un deck qui contient du noir et du rouge, et c'est tout. Mais il y a quelques bonnes rééditions dont je vais vous parler. On a notamment la Maîtresse des Marionnettes, le Pontife du Fléau, et le Seigneur Ogre de Quartier Insalubre. Alors, Maîtresse des Marionnettes et Seigneur Ogre, bizarrement, ils sont un peu dans la même logique, puisqu'on est un petit peu sur une logique aristocrate. Maîtresse des Marionnettes, puisqu'elle aime bien quand vos artefacts meurent. Non voilà, il y a déjà des combos qui existent autour, je vous invite à aller les chercher par vous-même, hein. Mais c'est une carte qu'on n'a pas vu rééditer depuis Kaladesh, et ma foi, c'est une bonne réédition. Alors dans ce deck-ci, je ne sais pas ce qu'elle fait là, honnêtement, parce que j'ai pas vu de logique sacrifice. Il y a des cartes qui font sacrifier et tout dans le deck, et j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne avec les autres commandants, avec le commandant principal, c'est un peu étrange. Donc là-dessus, Maîtresse des Marionnettes, elle est cool, mais dans ce deck... Le Pontife du Fléau, eh ben, c'est simple, hein, voilà, l'extorsion, c'est une capacité qui, ma foi, est toujours intéressante. Alors lui, il coûte un peu cher, mais surtout, il donne de l'extorsion à toutes vos créatures, ce qui est quand même génial. Mais encore une fois, bah ici, à part le jouer avec l'Orcane, eh ben, je vois pas vraiment où est-ce qu'on va. C'est un peu le souci, c'est que je trouve que le Pontife du Fléau, ici, il fait un peu tâche, il est cher, et malheureusement, bah, je suis pas sûr que Prosper ait réellement envie de jouer avec. Donc... voilà, mais c'est une excellente carte en dehors de ça. Et le Seigneur Ogre de Quartier Insalubre, comme je vous l'ai dit, création de jetons quand il y a des créatures qui meurent, ça fait plaisir, c'est joué dans les decks qui sont aristocrates, donc du coup, faites-vous plaisir et intégrez-le dans vos decks si vous ne l'aviez pas déjà. Et enfin, 3 autres cartes assez intéressantes, la Salve Vandale, le Bouleversement des Convenances et le Charme de Rakdos. Alors, Salve Vandale, c'est une bonne réédition qu'on n'avait pas vue depuis... alors, on l'a vu techniquement dans Time Spiral Remaster, dans Old School, mais techniquement, on l'avait pas vu réédité dans un deck Commander depuis Commander 2015, autant vous dire que ça fait loin. Et surtout, c'est une excellente carte de gestion de masse d'artefacts, mais asymétrique, c'est pour ça que je l'adore. Voilà, encore une fois, la surcharge. La surcharge. Voilà, donc, oui, j'aime bien la surcharge. Et alors? Donc, vraiment, la Salve Vandale, c'est une excellente carte, du coup, pour... tous vos decks rouges en fait qui veulent gérer l'artefact et éviter de se faire dépasser par les adversaires. Alors le Bouleversement des Convenances, oui j'en conviens, ça fonctionne avec notre commandant secondaire Karazikar, mais j'avoue que oui, en dehors de lui en fait, c'est un petit peu une carte qui est hors sujet, qui fonctionnera pas bien avec Prosper. Donc là c'est typiquement une carte qui a été mise pour le commandant secondaire et non pas pour le commandant principal. Donc ma foi c'est bien, mais il faut voir après ce qu'on en fait de tout ça. Mais c'est une bonne carte. Et enfin le Charme de Rakdos, alors là j'étais content de le voir réédité parce que c'est une carte que les gens ont tendance à beaucoup oublier alors qu'en fait en noir-rouge c'est un excellent charme en fait, c'est une excellente carte parce que on a de la gestion de cimetière, ce qui est quand même pas courant en éphémère, on a de la destruction d'artefacts, bon plutôt classique mais c'est sympa aussi, et on a surtout la dernière capacité qui est, on va dire, l'anti-go wide, c'est-à-dire l'anti-deck jeton, l'anti-deck où tu joues énormément de créatures. C'est vraiment, inflige une blessure à son contrôleur à chaque fois. Oui, alors là, les créatures, elles vont faire mal, en effet. Donc oui, le Charme de Rakdos, c'est une excellente carte, et ma foi, elle est très bien. Du coup, mon avis sur ce deck Portail Planaire, il est un petit peu mitigé. J'aime beaucoup les concepts qui ont été mis en avant par les nouveaux commandants et les nouvelles cartes. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a 2-3 cartes qui sont là, et... ouais, ok, d'accord. On a des bonnes rééditions de cartes en général, mais il y en a certaines qui sont un petit peu hors sujet pour moi, voilà. Donc si vous avez vu la logique derrière le fait de mettre des cartes aristocrates par exemple dans le deck, je veux bien comprendre, mais globalement j'ai une petite... ouais, ok d'accord. Il y a des bonnes cartes qui sont rééditées, il y a peut-être quelques cartes à côté qui sont vraiment... ouais, bon bah voilà. Il y a des cartes aussi très classiques que j'ai pas remis en avant, parce que bon, on les voit à peu près dans tous les decks Commander qui sortent, mais globalement oui, c'est un bon deck. Après voilà, je pense qu'il manque peut-être un peu de focus, peut-être parce que bon,
les développeurs du deck avaient peur de mettre tout ce qu'il fallait en fait dans le deck pour Prosper et pour Karazikar. Mais ma foi, bah déjà, il y a une bonne base et il y a de bonnes choses dedans, quoi. Donc vraiment, un deck qui correspond à nos attentes et qui ma foi, fera de belles choses aussi, hein, voilà, il y a de belles choses à faire avec. Bon, alors le résumé de ces deux premiers decks, bah ça part bien, ça part bien. C'est pas 100% parfait, il y a déjà beaucoup de bonnes choses, avec déjà le fait de refaire les mana bases, d'avoir des commandants qui sont très originaux, et qui sont pas non plus ultra ancrés dans les mécaniques de l'extension Donjons et Dragons. Hein. Bon alors après, il y a quelques cartes avec les lancers de dés qui me font criser, mais ça c'est personnel, et c'est surtout très aléatoire, donc ce qui m'embête un petit peu, mais bon, on va faire avec, hein. C'est pas non plus un énorme problème. Donc voilà, mes deux decks qui paraissent vraiment prometteurs, et du coup ben, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, pour avoir les 20 in, 20 out qui sortiront du coup demain pour le deck Bant, hein, bien sûr, l'aura de courage, et après-demain pour le deck portail planaire, pardon, j'ai envie de l'appeler pompe planaire, mais non, le portail planaire Rakdos du coup, ben, tout ça, ça sera demain et après-demain sur les réseaux sociaux. Donc suivez-nous là-bas et vous aurez ce petit bonus en plus. Sur ce, n'hésitez pas à donner également votre avis sur ces decks, sur les nouvelles cartes, dans les commentaires de la vidéo. Et bah, on en discutera ensemble, hein, comme d'habitude. Et bah, je vous dis également à la prochaine et salut à tous. Bye bye.